Manon Lescaut est un roman publié en 1731 par l'abbé Prévost. Il s'agit du septième et dernier tome des Mémoires et aventures d'un homme de qualité. Dans cette longue suite de romans mémoires, Renoncourt, qui est l'homme de qualité, raconte sa vie. Mais dans le dernier tome, donc dans le septième, ce narrateur principal laisse la parole à un narrateur secondaire, Des-Grieux. Autrement dit, le roman Manon Lescaut est le récit du narrateur Des-Grieux, d'un récit enchâssé dans un récit cadre. Des-Grieux y raconte son amour pour Manon et les mésaventures à cause de cet amour qui ont conduit à sa déchéance. L'extrait qui nous intéresse est situé à la fin du roman. C'est l'une des dernières pages et c'est un moment clé de l'œuvre. Des-Grieux est arrivé à la fin de son histoire et il relate un événement extrêmement douloureux, la mort de Manon. Donc à ce moment-là, Manon et Des-Grieux se trouvent en Louisiane, suite à la déportation de la jeune femme au Nouvelle-Orléans. Ils ont vécu 10 mois dans la simplicité et le bonheur, mais les deux amants risquent à nouveau d'être séparés parce que le neveu du gouverneur, Sinley, a appris qu'il n'était pas marié et donc il veut épouser Manon de force. Des-Grieux pense avoir tué Sinley au cours d'un duel et le couple s'enfuit dans le désert, mais Manon va y mourir d'épuisement et je vais vous lire l'extrait. Pardonnez, si j'achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer. Mais, quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère maîtresse endormie, et je n'osais pousser le moindre souffle, dans la crainte de troubler son sommeil. Je m'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elle les avait froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein pour les échauffer. Elle sentit ce mouvement, et, faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit, d'une voix faible, qu'elle se croyait à sa dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans la fortune, et je n'y répondis que par les tendres consolations de l'amour, mais ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serrement de ses mains dans lesquelles elle continuait de tenir les miennes, me firent connaître que la fin de ses malheurs approchait. N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ses dernières expressions. Je la perdis. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre, de ce fatal et déplorable événement. Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouva point, sans doute, assez rigoureusement puni. Il a voulu que j'aie traîné depuis une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Il s'agira de voir en quoi cette scène est particulièrement émouvante. Des lignes 1 à 4, nous étudierons les difficultés de Des-Grieux à raconter cet épisode. Puis des lignes 5 à 13 jusqu'à Approchet, nous analyserons l'agonie de Manon. Enfin, à partir de la ligne 13, N'exigez point de moi, nous évoquerons le désespoir de Des-Grieux. Donc pour commencer, on peut voir que des lignes 1 à 4, Des-Grieux exprime les difficultés qu'il a à raconter cet épisode. À travers la deuxième personne du pluriel, dans Pardonnez ou encore Vous à la ligne 1, Des-Grieux s'adresse à Renoncourt, et donc à travers lui au lecteur. Il capte son attention grâce à l'impératif. On peut observer le présent de narration, à la ligne 1 toujours, j'achève, je vous raconte. C'est donc un retour au présent, alors que jusque-là, le récit était au passé, qui produit une rupture dans le récit et suscite bien sûr l'intérêt du lecteur. On voit que le champ lexical du récit est très présent. Mots ligne 1, récit, raconte, ou encore exprimé à la ligne 4. Ici, Des-Grieux exprime sa difficulté à mettre en mots cette perte. Et les mots sont importants. Par la parole, Des-Grieux se prépare à faire le tombeau littéraire de Manon.
Les hyperboles sont très nombreuses. Un récit qui me tue, un malheur qui n'eut jamais d'exemple, ligne 2. Toute ma vie est destinée à la pleurer également, ligne 2. Mon âme semble reculer d'horreur. Il n'arrive pas à raconter parce que cela le fait trop souffrir. Et à travers le champ lexical à la fois de la douleur et de la terreur, avec le terme malheur, ligne 1, pleurer, ligne 2, ou horreur, ligne 3, il emploie les registres pathétiques et tragiques qui provoquent de la pitié. La périphrase « un malheur qui n'eut jamais d'exemple » désigne la mort de Manon, mais Des évite de désigner cette mort explicitement parce que cela lui est trop douloureux. Les mots lui manquent. Cela produit un effet d'attente. À travers la proposition subordonnée circonstancielle de concession ligne 2-3, quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, on voit que le souvenir est omniprésent. Et d'ailleurs, il est même obsessionnel, comme en témoigne l'allitération en S sans cesse. Enfin, on peut observer que les 3 premières phrases de l'extrait sont très courtes. Et d'ailleurs, elles sont constituées de mots assez brefs, si, en, peu, de, mots, qui me tue, etc. C'est la première fois que Des raconte avec très peu d'éloquence. Son style est sobre, il n'y a pas d'exclamation par exemple. Il reste dans la pudeur, dans la retenue. Donc toute cette espèce de prologue retarde le récit de la mort, ce qui crée du suspense et renforce l'attention du lecteur. Dans le deuxième mouvement, nous allons étudier l'agonie de Manon. On a un retour au récit rétrospectif grâce à l'emploi du plus que parfait « avions passé ». Des pense d'abord vivre un moment paisible, comme le montre l'adverbe amélioratif « tranquillement ». Cette première phrase du mouvement ne laisse pas du tout présager la mort de Manon, ce qui permet bien sûr de préparer un effet de surprise. Mais le lecteur comprend que Des se trompe et que la scène va tourner au drame grâce au verbe modalisateur « je croyais ». D'ailleurs, Des insiste sur le sommeil de Manon avec le champ lexical de l'endormissement, nuit ligne 5, endormi ligne 6 ou son sommeil ligne 7. C'est bien sûr de façon euphémisée, mais malgré tout, on peut voir que ça annonce d'une certaine manière la mort de Manon. L'attitude de Des est protectrice. Il ne veut pas déranger Manon dans son sommeil. D'ailleurs, on a le champ lexical de la peur, nausée, ligne 6, ou crainte. Il s'agit là d'une ironie tragique. Il devrait au contraire s'inquiéter du sommeil de Manon. Apparaissent ensuite les premiers signes de l'agonie, c'est-à-dire les premiers signes annonciateurs de la mort, à travers des sensations tactiles, à la ligne 7, touchant, froide, tremblante. Les gestes de Des sont alors tendres. On a une grande proximité, on a une sorte de changement de rapport entre les personnages avec cette image maternelle qu'a Des à la ligne 8, je les approchais de mon sein. Apparaissent alors de nouveaux indices, lignes 8 et 9, en faisant un effort d'une voix faible. Manon est profondément affaiblie, comme le montre donc ce champ lexical de la faiblesse, renforcé par l'allitération en F, faisant effort faible. À travers le discours indirect, Des retranscrit les paroles de Manon. Elle me dit qu'elle se croyait à sa dernière heure. Donc Manon annonce sa propre mort, mais elle l'annonce de façon euphémisée, à sa dernière heure. Peut-être cherche-t-elle à ménager Des. Malgré tout, on voit qu'elle est plus lucide que lui. En effet, Des reste dans le déni, comme l'indique la négation restrictive à 2 reprises, ligne 10 puis ligne 11. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire, je n'y répondis que par les tendres consolations. À la fin de ce mouvement, le lecteur a l'impression d'assister à la scène, grâce à une hypotypose. Il sent la mort s'approcher. Ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serrement de ses mains dans lesquelles elle continuait de tenir les miennes. On a un effet de gradation et la parole de Manon, en fait, s'éteint.
Ici, les gestes tendres remplacent le langage. Ils sont parfaitement unis. La phrase est hachée par la ponctuation. Peut-être que cela mime l'essoufflement de Manon qu'évoque Des-Grieux. Finalement, à la ligne 14, l'euphémisme « la fin de ses malheurs » montre qu'une fois de plus que Des-Grieux ne parvient pas à nommer la mort, il reste dans la retenue. Donc au terme de ce mouvement, on voit que Des-Grieux et Manon sont au sommet de l'amour et de l'échange. Il apparaît un peu comme un chevalier protecteur, et la scène est émouvante parce que Des-Grieux ne comprend pas tout de suite le drame qui est en train de se jouer. Le dernier mouvement rend particulièrement visible le désespoir de Des-Grieux. Tout d'abord, il retourne à la situation d'énonciation à travers la deuxième personne du pluriel. N'exigez point, ligne 14, vous décrive, vous rapporte, ligne 13 et puis ligne 14. Et on voit également l'impératif, donc à travers Renoncourt, encore une fois, c'est au lecteur que Des-Grieux adresse sa demande. Et les négations, n'exigez point, ni, montrent qu'il est débordé par l'émotion. En fait, sa souffrance est indicible. C'est un peu comme si raconter la mort de Manon la tuait de nouveau. Donc c'est à travers l'euphémisme « je la perdis » que l'annonce est faite. C'est une formule brève, à la fois brutale et pudique. De plus, on a une ellipse, puisqu'effectivement, comme il le dit, il ne raconte pas tout. Au moment de sa mort, Manon apparaît comme sublime, parce qu'elle donne son amour au moment même où elle perd la vie. C'est ce qui apparaît à la ligne 15. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. On voit que dans cette proposition subordonnée circonstancielle de temps, on a beaucoup d'allitération en M, qui donne l'image d'une femme aimante, acceptant dignement son sort. En fait, ici, Des-Grieux est en train de la réhabiliter et de la montrer comme une sainte, en tout cas comme une héroïne tragique. Et c'est d'ailleurs le registre tragique qui est utilisé à la ligne 16, ce fatal et déplorable événement. Encore une fois, on note que c'est un euphémisme qui désigne la mort de Manon. Pour Des-Grieux, cette mort est une punition divine, ce que montre le champ lexical religieux, ligne 17, mon âme, le ciel, ou encore puni. Le ciel est une allégorie qui désigne Dieu. Des-Grieux, de son côté, lui est aussi condamné, mais condamné à la solitude, puisqu'il va inciter par l'emploi de la première personne du singulier. Ce n'est plus nous, mais je. Ligne 17, mon âme, me, J apostrophe, ou encore je. Ligne 18. Des-Grieux est condamné à la solitude, ils ne se retrouveront pas dans la mort, comme c'est le cas par exemple, comme Roméo et Juliette. C'est ce que montrent d'ailleurs les négations à la ligne 17, ne pas, ne point. La mort de Manon est un châtiment que Des-Grieux accepte, puisqu'on a le champ lexical du malheur et un vocabulaire péjoratif. Ligne 18-19, traînée, languissante et misérable, renonce, jamais plus heureuse. Des-Grieux pense mériter la douleur qu'il ressent. En fait, sans Manon, il renonce au bonheur. Donc au terme de ce mouvement, Des-Grieux n'exprime pas son désespoir par des effusions pathétiques. Il est dans la retenue. Des-Grieux et Manon apparaissent tous deux comme des héros tragiques qui subissent une condamnation divine. Il s'agissait de voir en quoi le récit de la mort de Manon était émouvant. Mais d'abord, ce souvenir est tellement insupportable à Des-Grieux que, pour la première fois de son récit, il manque d'éloquence. Ensuite, Manon elle est réhabilitée par son attitude sublime et exemplaire face à la mort. Enfin, le lecteur ressent de la terreur et de la pitié face au malheur qui frappe de façon très soudaine Manon et Des-Grieux, un peu comme dans une tragédie. Donc cette scène est bien émouvante. On peut voir que Manon est un personnage fascinant, légère dans certains passages, mais repenti ici. Et c'est un personnage tellement fascinant qu'il a inspiré à la suite de l'abbé Prévost de nombreux artistes, comme par exemple Jules Massenet, qui a composé un opéra. Et dans son opéra, la mort de Manon laisse soudain place au silence, il n'y a plus de musique. Donc on retrouve également cette idée de sobriété, de retenue tragique qui est visible dans cet extrait.